Ready, set! Et salutations fans de Beyblade, ici Akablader. Le GP Beyblade X 2026 approche à grands pas et j'ai rassemblé quelques informations pour vous aider à préparer ce tournoi. Alors déjà dans un premier temps, on verra par exemple ce qu'est le GP 2026, quel matériel est autorisé, quel stadium risque d'être sélectionné, un petit rappel des règles et aussi un sujet qui me paraît très largement sous-estimé qui s'appelle le piège de la bulle des passionnés. Cette vidéo a pour but de vous aider à vraiment préparer ce tournoi et éviter quelques petites erreurs. Installez-vous confortablement et on découvre tout ça ensemble. C'est quoi le GP Beyblade X 2026? C'est tout simplement la plus grosse compétition Beyblade X du monde. Bon, déjà ça commence à échelle locale. Dans votre région, dans les magasins participants, vous allez pouvoir participer à des tournois. L'inscription est gratuite. Si vous gagnez, vous êtes qualifié pour la finale française qui aura lieu en région parisienne. Pour l'instant, aucun lieu n'a été communiqué. Et si vous remportez cette finale française, vous représenterez la France pour la finale en Thaïlande, dans la capitale pour être exact. Et d'ailleurs, savez-vous quelle est la capitale de la Thaïlande ? Réponse A, Bangtits. Réponse B, Bangdik. Réponse C, Bangpusi. Réponse D, Bangkok. Bon, évidemment, la réponse c'est Bangkok. Donc, vous irez représenter la France en Thaïlande et vous affronterez les meilleurs bladers du monde entier. Les qualifications et le fonctionnement. Déjà, ça se passe entre le 22 août et le 17 octobre 2026, en fonction des enseignes participantes dans vos régions. Donc pour ça, je vous invite à checker le site internet ici présent. Bon, après, je ne sais pas combien de places il reste dans votre région, donc ça, malheureusement, c'est à vous de voir. Et la finale française, si vous êtes qualifié, aura lieu le 24 octobre en région parisienne. Et je tiens à préciser que les frais restent à votre charge tant que les tournois ont lieu en France. Les seuls frais qui seront pris en charge, ça sera si vous gagnez et que vous décollez en Thaïlande. Ça sera pour 2 personnes, mais il faudra prévoir 4 jours. Donc non, gagner un tournoi dans votre ville ne vous qualifie pas automatiquement pour la Thaïlande. Pour ça, il faut gagner la finale française à Paris. Parce que vous imaginez, ah félicitations, vous avez gagné votre tournoi à Lyon, votre vol décolle dans 1 heure à Roissy-Charles de Gaulle. Autre point plutôt important, cette année, il y a 2 catégories. La classico-classique régulière pour les 8 à 12 ans, donc pour les mioches en somme. Mais cette année, pour la première fois en France, il y a la catégorie Open. Et oui, pour les plus de 13 ans. Ça veut dire que les plus de 30 ans, par exemple, ces vieillards vont pouvoir participer. Parce que oui, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais quand vous avez dépassé la trentaine, vous êtes déjà vieux. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ça réglera pas vos problèmes de dos et vos genoux qui craquent, hein. Et si l'envie vous en prend, vous pouvez participer à plusieurs tournois. Mais si vous gagnez une qualification et que vous participez à d'autres tournois et que vous la gagnez également, ça sera le deuxième qui sera automatiquement sélectionné, histoire de ne pas bloquer de personne. Ce serait pas juste sinon. Mais gardez en tête une seule chose, si vous participez à plusieurs tournois dans plusieurs régions, tous les frais de déplacement restent à votre charge. Le matériel autorisé pour le GP 2026. Maintenant, on va aborder un sujet qui va beaucoup faire parler la communauté. Le matériel autorisé. Vous pouvez avoir le meilleur matos du monde, le meilleur lanceur, les meilleurs toupies Takara Tomy. Et bien, si votre matériel n'est pas conforme aux règles, et bien, tout s'arrête là pour vous. Et pour les GP 2026, surtout en France, la règle est extrêmement simple. Il s'agira d'utiliser du matériel uniquement fait par Hasbro. Et oui, pas le choix. Ça concerne les toupies, toutes les pièces qui la constituent, c'est-à-dire le blade, ratchet, bit, etc. Mais aussi les lanceurs. Sachez que l'organisation se réserve le droit de vérifier votre matériel. Ils ont pour ça un PDF qui est consultable par tout le monde avec l'intégralité des pièces utilisables et autorisées pendant ce tournoi. Et cette simple règle soulève une question que beaucoup de bladers se posent. Si une pièce est sortie chez Takara Tomy et chez Hasbro, pourquoi est-ce que je pourrais pas l'utiliser ? Et très honnêtement, je comprends la question. Et pour beaucoup de joueurs, une pièce, c'est une pièce. Si elle est sortie chez Takara Tomy et Hasbro, techniquement, c'est la même chose. Pourquoi faire une différence ? Mais pour un tournoi officiel, la logique n'est pas celle du collectionneur ou celle du compétiteur passionné. Imaginez qu'on commence à accepter les exceptions. Aujourd'hui, on accepte une pièce Takara Tomy parce qu'elle existe aussi chez Hasbro. Demain, quelqu'un arrive avec une autre version, une édition limitée, une pièce importée du Japon, et explique que c'est la même chose. Ensuite, il faut vérifier l'authenticité de chaque pièce, comparer les références, connaître toutes les différences entre les productions, par exemple une différence de moule. Et là, votre arbitre n'est plus un simple arbitre Beyblade, il devient un expert en identification de pièces Takara Tomy. Et ce genre de personne n'est pas aussi connaisseur que nous les passionnés. Et justement, il y a un point important à comprendre, l'arbitre ne sera pas forcément un énorme passionné de Beyblade. Certains arbitres le seront peut-être des joueurs, des fans ou des personnes qui connaissent un peu le jeu, mais il faut aussi garder en tête que dans un événement officiel, il peut très bien y avoir des membres du staff qui sont là juste parce qu'ils ont reçu une petite formation rapide, un règlement et des consignes précises.
Leur rôle n'est pas de connaître par cœur toutes les sorties Takaratomi depuis le Japon, ou toutes les différences entre les moules, ou les différentes variations de production. Leur rôle est avant tout d'appliquer les règles données par l'organisation. En gros, ils sont pas là pour faire une enquête approfondie avec un blade sous microscope. Non, ils sont là pour vérifier et se dire est-ce que le matériel correspond au règlement, oui ou non. Et c'est aussi pour ça que la règle Hasbro uniquement est probablement la plus simple à appliquer, parce que sinon on entre dans une zone beaucoup plus compliquée. Qui décide si une exception est acceptable? Qui vérifie que la pièce est authentique? Qui connaît toutes les différences entre les versions japonaises, américaines? Et surtout, si on accepte une exception pour une personne, comment expliquer qu'on refuse la même chose à une autre? Dans une compétition avec beaucoup de participants, ce genre de débat peut très vite devenir ingérable. Je pense donc personnellement que l'organisation du tournoi restera très probablement stricte sur ce point. Non pas parce qu'ils veulent embêter les joueurs, mais parce qu'un tournoi officiel a besoin d'une règle claire, compréhensible et applicable par tout le monde. Le staff a le pouvoir de décider ce qui est autorisé ou non. Ce n'est pas la communauté, les réseaux sociaux ou les discussions sur Discord qui font le règlement du tournoi. Bien sûr, vous pouvez toujours demander une clarification de manière respectueuse, et j'insiste sur le respect, parce que sinon vous risquez juste de vous faire dégager en bonne et due forme. Mais au final, c'est l'organisation qui tranche un point, c'est tout. Donc, mon conseil est simple, si vous voulez participer au GP 2026, préparez-vous avec du matériel Hasbro officiel. Gardez vos pièces Takaratomi pour vos entraînements personnels, vos tests, vos battles entre amis, mais pour le tournoi, jouez la sécurité. Dégainez vos Takaratomi si vous partez à Bangkok, parce que là oui, elles seront autorisées. Le but pour l'instant n'est pas d'arriver avec le combo le plus rare de votre collection, le but est d'arriver devant le stadium, de lancer votre Beyblade et de gagner vos matchs. Quel stadium sera utilisé? Maintenant, passons à une question que beaucoup de joueurs se posent sûrement. Quel stadium sera utilisé pendant les tournois du GP 2026? Et la première chose importante, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça n'est pas encore officiellement confirmé. Le règlement indique simplement que les stadiums seront fournis par l'organisation sur place. Maintenant, on peut quand même essayer de réfléchir aux possibilités. Personnellement, j'ai un gros doute sur le choix qui sera fait. Mais si je devais faire un pari, je miserais sur le Sneak Attack Battle Set, ou Attaque sournoise dans la langue de Molière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que d'un point de vue marketing, ce serait extrêmement logique pour Hasbro. Le Sneak Attack est le set le plus récent, et si Hasbro décide de l'utiliser pour les tournois officiels, cela permettrait de mettre en avant directement un produit actuellement disponible en magasin. Et pour la marque, ce serait forcément très intéressant. Maintenant, soyons honnêtes, du côté des joueurs compétitifs, ce choix pourrait faire débat. Parce qu'un stadium imposé signifie qu'il faut s'adapter à ses particularités. Un joueur qui a passé des mois à tester ses combos dans un autre stadium peut se retrouver avec une dynamique totalement différente. Les trajectoires, les X-dash, les zones de contact, tout peut changer. Et forcément, quand on prépare une compétition, certains joueurs aimeraient avoir une information claire le plus tôt possible pour pouvoir s'entraîner dans des conditions optimales. Une autre possibilité serait le Drop Attack Battle Set. Lui aussi est un candidat crédible, notamment parce qu'il fait partie des stadiums récents mis en avant par Hasbro, et celui-ci subsiste beaucoup en magasin. Après, il reste d'autres possibilités. Le classique Extreme Battle Set qui pourrait être utilisé car c'est un stadium qui est déjà connu des joueurs depuis 2024 et qui a servi de base depuis le début de Beyblade X en France. Mais on ne le trouve plus du tout au magasin et c'est bien ça le problème. Et puis, il existe une dernière possibilité. Celui que personne ne veut forcément voir arriver. Le fameux stadium vert, le Bucket Stadium, celui que j'appelle le bac à litière. Alors attention, je précise que ce n'est pas une attaque contre le produit. Ce stadium fait le taf, il permet de jouer à Beyblade X pour pas trop cher. Quoique, 15 balles ça commence à faire un peu cher pour un bac en plastique. Mais pour une compétition officielle avec des joueurs qui vont faire des kilomètres, disons simplement que ce ne serait pas le choix qui va faire le plus d'heureux. En résumé, si je devais faire un classement personnel, numéro 1, Sneak Attack Battle Set, numéro 2, Drop Attack Battle Set, numéro 3, Extreme Battle Set classique, et vraiment, en dernier recours, le Stadium vert, le bac à litière. Et si c'est celui-là, préparez vos combos et vos prières. Rappel des règles Beyblade X. Maintenant, on va parler d'un point qui peut paraître évident pour certains, mais qui est extrêmement important avant de participer à un tournoi officiel. Les règles de Beyblade X. Alors oui, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que vous connaissiez déjà le principe, mais attention, connaître Beyblade X dans son salon avec ses potes et participer à une compétition officielle avec un arbitre, un adversaire en face et un règlement à respecter, ce n'est pas exactement la même expérience. La première chose à retenir, c'est que dans un tournoi, ce n'est pas simplement la dernière toupie qui tourne encore à la fin qui gagne. Il existe plusieurs façons de remporter un combat avec différents types de KO. Première possibilité, le spin finish qu'on appelle en français KO par dernier survivant et qui ne vaut qu'un point. C'est la situation la plus classique.
votre Beyblade continue de tourner alors que celle de votre adversaire s'arrête avant la vôtre. Ensuite, on a le Burst Finish ou KO explosif. Votre Beyblade réussit à provoquer le désassemblage de la Beyblade adverse pendant le combat. Les pièces se séparent et le combat est immédiatement remporté. Ensuite, on a le Over Finish ou KO par élimination qui vaut aussi 2 points. Votre Beyblade réussit à envoyer celle de votre adversaire hors de la zone de combat prévue à cet effet, dans une des 2 poches aux extrémités latérales du stadium. Et enfin, on a le Extreme Finish ou le KO extrême. C'est le fameux finish lié à la X-Line ou le Accelerator Rail de Beyblade X. Votre Beyblade utilise cette mécanique pour projeter celle de votre adversaire dans la zone de sortie extrême. C'est souvent le finish le plus spectaculaire d'un combat et le plus satisfaisant. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque type de victoire rapporte un nombre de points différents. Et un match ne se gagne pas forcément en dominant tout le combat. Une seule action peut complètement retourner une manche. Vous pouvez être derrière au score, mais ensuite réussir un extrême finish au bon moment et ainsi reprendre l'avantage. Autre point très important en tournoi, seul l'arbitre est la personne qui valide le résultat du combat. Même si vous pensez avoir gagné, même si vous avez vu votre adversaire sortir du stadium, même si le public autour crie « c'est bon, c'est fini », c'est l'arbitre qui prend la décision finale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en compétition, certaines situations peuvent être beaucoup moins évidentes qu'elles en ont l'air. Une double sortie, une action presque simultanée, une Beyblade qui revient dans le stadium après une sortie, c'est justement pour ça qu'un arbitre est présent. Le but n'est pas que les 2 joueurs commencent à débattre pendant 5 minutes autour du stadium, un peu comme 2 avocats dans un tribunal. Il y a une personne désignée pour trancher et sa décision doit être respectée. Enfin, dernier conseil, ne sous-estimez pas l'importance de connaître vos propres combos. Beaucoup de joueurs pensent que le plus important est simplement d'avoir la meilleure Beyblade possible. Bon, ça c'est pas faux. Mais un bon joueur sait aussi pourquoi il utilise tel blade, tel ratchet, tel beat. Surtout dans quelle situation cette combinaison est efficace. Parce qu'une Beyblade X, ce n'est pas seulement une question de puissance. Le lancement, le timing, le choix du combo et l'adaptation à l'adversaire font partie du jeu. Donc, avant le GP 2026, mon conseil est simple. Ne vous contentez pas de collectionner les pièces ou de copier-coller le combo d'un autre joueur. Testez votre matériel, comprenez ses forces, comprenez ses faiblesses, et surtout, entraînez-vous dans des conditions proches d'un vrai tournoi. Parce que le jour J, votre adversaire ne sera pas votre ami qui vous laisse tester tranquillou votre nouveau combo. Ça sera quelqu'un qui veut exactement la même chose que vous. Gagner. Comportement et fair play. Maintenant, on va parler d'un sujet qui peut être moins spectaculaire que choisir son deck ou analyser des stadiums, mais qui pourtant est extrêmement important dans un tournoi officiel. Le comportement. Parce qu'un tournoi Beyblade, ce n'est pas seulement une succession de combats, c'est aussi un événement où vous allez rencontrer d'autres joueurs, des familles, des organisateurs, des arbitres, et potentiellement représenter l'image de la communauté Beyblade. Donc, la première chose à retenir, c'est respecter votre adversaire. Oui, vous êtes là pour gagner. Oui, vous avez peut-être passé des semaines à préparer votre deck. Et oui, vous voulez évidemment décrocher votre qualification. Mais en face de vous, il y a aussi quelqu'un qui a fait le déplacement, qui s'est entraîné et qui vient partager la même passion. Donc, une poignée de main avant ou après le match et un bien joué après le combat, ça ne coûte rien. Et honnêtement, c'est souvent ce genre de petits détails qui font qu'un tournoi laisse un bon souvenir. Ensuite, parlons d'un point qui peut parfois créer des tensions. Les décisions de l'arbitre. Comme on l'a vu précédemment, l'arbitre est là pour appliquer les règles et valider les résultats. Il peut arriver que vous ne soyez pas d'accord avec une décision. Vous pouvez penser avoir gagné, vous pouvez penser qu'une situation n'a pas été correctement interprétée, c'est humain. Mais il faut garder une chose en tête, un arbitre ne prend pas une décision pour avantager un joueur. Son rôle est simplement de trancher une situation avec les informations qu'il a au moment du combat. Si vous avez un doute, la bonne attitude n'est pas à commencer à hausser le ton ou à transformer le magasin de jouets en tribunal. Non, vous demandez clairement une vérification ou une explication. Vous exposez votre problème et ensuite vous acceptez la décision finale. Parce qu'un tournoi ne peut pas fonctionner si chaque combat devient une négociation de 10 minutes. Une autre situation qui peut arriver. Vous pensez qu'un joueur utilise du matériel non autorisé, une pièce qui semble modifiée, une contrefaçon, ou une pièce qui ne respecte pas du tout le règlement. Là encore, faut pas aller confronter directement le joueur en mode accusation, genre « Et toi là, tu triches, t'as du matos contrefait !» Non, c'est pas comme ça que ça marche. La bonne démarche, c'est de prévenir l'organisation ou l'arbitre. Vous expliquez simplement votre doute. Le staff pourra effectuer une vérification si nécessaire. Parce qu'il faut aussi éviter un autre problème. Accuser publiquement quelqu'un sans preuve, ça c'est vraiment pas cool. Une erreur ça peut arriver, une mauvaise connaissance du matériel ça peut arriver aussi, et c'est justement pour ça qu'il existe une procédure. Enfin, rappelez-vous que dans un tournoi, vous êtes observé, pas seulement par les arbitres, mais aussi par les autres joueurs. La personne qui gagne tous ses matchs, mais qui râle à chaque décision, qui critique chaque adversaire et qui refuse les règles, c'est pas forcément la personne dont la communauté gardera le meilleur souvenir.
A l'inverse, un joueur qui perd avec le sourire, qui félicite son adversaire et qui accepte les décisions de l'organisation sera toujours mieux perçu. Parce qu'au final, Beyblade reste un jeu. Un jeu compétitif, oui, avec une stratégie, du matériel, de l'entraînement, mais ça reste avant tout un jeu. Donc mon conseil pour le GP 2026, préparez votre deck, entraînez-vous, donnez le meilleur de vous-même, mais n'oubliez pas d'avoir aussi le bon état d'esprit. Parce qu'un vrai blader ne se reconnaît pas uniquement à sa victoire, il se reconnaît aussi à la manière dont il se comporte après le combat. Le piège de la bulle des passionnés. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet un peu différent. Un sujet qui concerne un peu moins le règlement du GP, mais plutôt notre manière de voir Beyblade en tant que communauté. Et ce sujet, c'est la bulle des passionnés. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose. Quand vous êtes passionné par Beyblade, votre vision du monde change un peu. Votre téléphone vous montre du Beyblade. Vos abonnements YouTube vous montrent du Beyblade. Vos réseaux sociaux sont remplis de tests, de débats, de théories et de sorties japonaises. Vos Discord parlent souvent de nouvelles pièces, de méta, de combos. Et au bout d'un moment, vous pensez avoir l'impression que tout le monde parle de Beyblade. Mais en réalité, ça n'est pas forcément le cas. Ce phénomène existe dans énormément de communautés. Quand on est plongé dans une passion, on finit par avoir l'impression que notre environnement représente la réalité générale. Mais Internet montre surtout les personnes qui ont déjà un intérêt pour le sujet. Les personnes qui importent du Takara Tomy, les personnes qui suivent les sorties japonaises dès leur annonce, les personnes qui débattent pendant des heures sur la meilleure combinaison de Ratchet et de Beat. Et évidemment, je fais partie de ce genre de personnes, je vais pas faire semblant d'être au-dessus de tout ça. Mais il faut faire la différence entre la communauté de passionnés française et le marché français dans son ensemble. Ce sont deux choses bien différentes. Et on va dire qu'il y en a une qui pèse plus que l'autre financièrement parlant. Par exemple, quand certaines personnes me disent « Tout le monde joue au Takara Tomy en France » ou « Les Français achètent tous leur Beyblade au Japon maintenant », faut quand même relativiser. Qui est ce fameux tout le monde? Ce sont principalement des passionnés, des collectionneurs, des joueurs compétitifs, des personnes très investies dans la licence, mais ça ne représente pas forcément la majorité des personnes qui achètent des Beyblades en France. Le grand public, lui, fonctionne différemment. Ce sont beaucoup de parents qui achètent une toupie en magasin, des enfants qui découvrent la licence, ou des personnes qui vont acheter ce qu'elles trouvent dans les grandes enseignes. Et pour ce public-là, la question de Takara Tomy ou Hasbro, elle existe même pas forcément. Ils achètent simplement le produit qui est disponible pour eux, et immédiatement. Et il faut aussi parler d'une réalité très simple. Importer du Takara Tomy n'est pas vraiment accessible à tout le monde. Déjà, faut connaître les sites fiables. Faut accepter des délais de livraison plutôt longs, payer des frais de port et même parfois gérer la douane. Mais tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, et tout le monde n'a pas forcément le budget pour le faire non plus. Donc oui, il existe une communauté française très active qui suit Takara Tomy. Oui, ces personnes ont une certaine influence sur internet. Et oui, leurs remarques sont intéressantes et peuvent parfois aider une marque à comprendre les fans les plus engagés. Mais faut pas confondre cette communauté avec l'ensemble du marché. Et c'est aussi pour ça que je trouve l'argument « Hasbro perd de l'argent parce que les Français achètent du Takara Tomy » un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que les personnes qui importent du Takara Tomy sont justement les personnes les plus passionnées. Ce sont des gens qui achètent peut-être plusieurs produits de toute façon, comme par exemple l'abruti que vous êtes en train d'écouter parler depuis tout à l'heure. Le grand public, quant à lui, reste principalement dépendant de ce qui est disponible en magasin. Et il faut aussi garder une chose en tête. Hasbro est une multinationale. Ses décisions de distribution sont basées sur des volumes, des coûts, des marchés entiers. La France est un marché important, certes, mais elle ne pèse pas le même poids que l'Amérique du Nord par exemple. Donc, penser qu'une communauté, même très active sur internet, va forcément provoquer un changement complet de stratégie mondiale, c'est peut-être un peu surestimer notre importance. Et là je vous donne un exemple un peu plus personnel. Je travaille dans un groupe qui brasse quand même pas mal de chiffres d'affaires. Et quand je discute avec le directeur commercial pour défendre une idée ou pour le convaincre, il faut arriver avec des chiffres. Il faut lui parler de volume, de potentiel, de rentabilité. On ne prend pas une décision uniquement parce que quelques personnes sont très motivées sur un sujet. Et pour une multinationale comme Hasbro, c'est évidemment pareil, voire même encore pire. Et derrière chaque décision, il y a des données, des objectifs commerciaux et des prévisions de vente. Et ce n'est pas une question de savoir si une communauté sur internet est passionnée ou non, malheureusement. Mais je veux quand même apporter une petite nuance importante. Même si nous sommes une petite communauté pour un sujet qui reste de niche, il semblerait qu'Hasbro commence un peu à nous écouter. Et le meilleur exemple, c'est justement l'organisation du GP 2026 avec une open class pour les plus de 13 ans enfin disponible en France. Parce qu'à la base, Beyblade, c'est une licence qui parle surtout aux enfants. Et le fait de proposer une catégorie ouverte aux joueurs adultes montre quand même qu'Hasbro reconnaît qu'il existe un public passionné qui veut pratiquer le Beyblade et de manière plus compétitive. Et attention, ça veut pas dire que les critiques de passionnés ne servent à rien, bien au contraire. Les fans les plus investis sont souvent ceux qui connaissent le mieux le produit, mais il faut simplement garder une vision globale. Ce que vous voyez dans votre fil Twitter, votre Discord ou votre YouTube, ce n'est pas forcément l'image complète du marché.
Et c'est justement pour ça qu'il faut garder une chose en tête pour le GP 2026. Le tournoi n'est pas uniquement destiné aux joueurs hardcore, c'est aussi une porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, des personnes qui découvrent peut-être Beyblade X pour la première fois. Et c'est à nous, passionnés, de leur donner envie de rester. Comment réellement se préparer pour le GP 2026? Maintenant, on arrive à la partie qui intéressera probablement le plus de futurs participants. Comment est-ce qu'on se prépare réellement pour le GP 2026 ? Parce qu'on peut passer des heures à regarder des tier lists, acheter toutes les nouvelles sorties, copier des decks des meilleurs joueurs japonais, mais le jour du tournoi, il n'y a qu'une seule chose qui va compter. Est-ce que vous maîtrisez votre matériel ? Ne changez pas de deck toutes les semaines, c'est la première erreur que beaucoup de joueurs font. Changez constamment de combo. Une nouvelle base sort, allez hop, on abandonne son ancien deck. Une nouvelle vidéo apparaît sur internet, les miennes j'espère. Allez hop, on teste le combo du moment. Le problème, c'est qu'à force de toujours vouloir trouver la meilleure combinaison, on finit parfois par ne réellement maîtriser aucune combinaison. Un bon deck, ce n'est pas seulement 3 pièces qui ont des bonnes statistiques sur le papier, c'est un deck que vous connaissez, vous savez comment il réagit, vous savez comment le lancer, et vous savez contre quoi il est efficace, et surtout vous savez quelles erreurs éviter avec. Testez vos combos, mais pas uniquement contre vous-même. C'est mon deuxième conseil, faites de vrais tests. Parce qu'un combo peut sembler incroyable si vous lancez seul dans votre stadium, mais face à un adversaire qui adapte son lancement, qui connaît vos points faibles et qui joue sous pression, la situation change complètement. Donc si possible, entraînez-vous avec plusieurs joueurs. Des styles différents, des types attaque, défense, endurance, des joueurs expérimentés et des débutants aussi. Parce que le jour du tournoi, vous ne savez pas qui sera en face de vous. Préparez plusieurs plans, c'est mon troisième conseil. Ne préparez pas uniquement votre plan A. Oui, vous avez peut-être votre combo préféré, celui avec lequel vous gagnez le plus souvent, surtout si c'est Wiro à 60 hexa, mais un tournoi ce n'est pas une partie d'entraînement où vous choisissez toujours la situation idéale. Votre adversaire peut avoir une combinaison qui vous pose problème, le stadium peut favoriser un certain style de jeu, votre premier lancer peut rater, et c'est là qu'un joueur préparé fait la différence. Il ne panique pas, il s'adapte. Autre point très important, entraînez-vous comme si vous étiez réellement au tournoi, parce que la pression change beaucoup de choses. À la maison, vous pouvez relancer 10 fois, vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez refaire votre combo, mais en compétition, vous avez un adversaire devant vous, un arbitre, des spectateurs et parfois même du bruit autour. L'ambiance n'est pas la même. Donc faites des sessions où vous vous imposez des conditions réelles. Un seul lancement, pas de changement improvisé, annonce claire de votre choix, respect du rythme d'un vrai match. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça change énormément de choses. Et évidemment, vérifiez votre matériel avant le tournoi. Votre deck, vos pièces, vos lanceurs, vos cordes ou vos crémaillères, l'état général de vos Beyblades. Ne vous pointez pas le jour J en découvrant au moment du contrôle « Ah bah tiens, cette pièce n'était peut-être pas autorisée finalement !» Ce serait une manière assez originale de terminer son tournoi avant même de l'avoir commencé. Et dernier point, préparez-vous mentalement. Parce qu'un tournoi, ce n'est pas uniquement une question de technique. Vous allez peut-être gagner votre premier match, peut-être perdre le suivant, peut-être tomber contre quelqu'un qui a une meilleure expérience. Ça fait partie du jeu. Un bon joueur ne se définit pas uniquement par ses victoires, il se définit aussi par sa capacité à apprendre. Analysez vos défaites, comprenez pourquoi vous avez perdu, améliorez-vous et revenez plus fort. Cette vidéo effroyablement longue est enfin terminée, j'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. Je me suis inscrit au GP 2026 et j'espère que je croiserai certains d'entre vous pendant les qualifications. Et n'oubliez pas que un like, un abonnement, un boost sur mobile et un abonnement sont les meilleurs moyens et de surcroît 100% gratuits pour soutenir mon travail et ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et pensez à faire tourner des toupies parce que ça re. Ready?